Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à l'émission Canissa, un rendez-vous mensuel ouvert vers un monde meilleur dans notre agora culturelle. Je me nomme Kimia Cardinal, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous et je ne serai pas seule dans cet espace, car nous avons un invité de marque et nous converserons autour du sujet de l'expérience culturelle des Afro-descendants. Et ça tombe bien parce que nous sommes en plein mois de l'histoire des Afro-descendants. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Alain Lutala. Bonsoir, Monsieur Alain Lutala, comment allez-vous? Bonsoir à Madame Kimia et bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de l'émission Kanissa. Je vais bien, merci. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi, avant de plonger dans le vif du sujet du jour, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices? Oui, merci. Mon nom est Alain Lutala, comme vous l'avez dit. Je suis Canadien d'origine congolaise, vivant dans la région de la capitale nationale du Canada, comme on l'appelle, à Ottawa. Et je suis leader communautaire, très engagé dans la communauté. Et mes intérêts sont beaucoup plus orientés vers la justice sociale. Et en tant que tel, je suis aussi très impliqué dans différentes organisations, tant au niveau du quartier, au niveau de la région qu'au niveau de la grande ville. Très impliqué dans les organisations religieuses comme le Conseil de Chevaliers de Colomb, impliqué dans la banque alimentaire de mon quartier de Barrahaven, qu'on appelle la banque alimentaire de Barrahaven en tant que président du conseil, membre du conseil d'administration, mais aussi très proche aussi de la maison de la francophonie d'Ottawa. Donc, je le milite aussi pour la francophonie dans la région. Donc, voilà ce que je peux dire à mon égard, parent et puis aussi travailleur dans le secteur de services sociaux. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je crois qu'au moins ça donne une idée de qui je suis. D'accord. Merci beaucoup. Tel que l'on vient de l'entendre dans votre présentation, vous êtes très impliqué dans la communauté canadienne en général. Néanmoins, nous savons aussi que vous êtes un afro-descendant d'origine de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Et effectivement, afro-descendant, noir, comme on peut le dire dans d'autres termes aussi, africain, euh, Mhm, originaire du Congo, et même en étant ici, en étant canadien, c'est pas mhm, que je me suis séparé de ma communauté, loin de là. Je suis aussi très impliqué dans ma communauté d'origine, notamment la mhm. communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau, D'accord. euh, où je fais partie de certains comités, je donne un peu de mon temps aussi à ce niveau-là. D'accord. Dans ce sens-là, j'aimerais bien savoir que représente pour vous la culture congolaise. Oh, ça, c'est une grande question et une bonne question à la fois, parce que Mhm, la culture, d'emblée, est tellement large, le terme culture. Si on se fie mhm, juste à à la définition en tant que telle, la culture, c'est l'ensemble de caractéristiques d'une personne qui peuvent aller de son mode d'accoutrement, de sa langue, mhm, de sa façon de faire. Tout ça mhm, rentre dans la culture en général. Mais mhm, parlons maintenant de la culture congolaise. C'est que c'est toute la diversité que représente le Grand Congo, un mhm, pays de plus de 100 millions d'habitants mhm, présentement, avec mhm, une superficie de 1000 carrés mhm, et ayant 9 pays voisins
Donc, comme vous le remarquerez, c'est un pays qui a beaucoup plus, qui a aussi de l'influence des pays limitrophes. Et dans ce pays, on retrouve plusieurs ethnies. Alors, tout ça, c'est pratiquement un grand espace avec différentes cultures, mais qui se retrouvent dans une culture, une seule, qu'on peut appeler congolaise. Donc, quand je parle de plusieurs cultures qui peuvent être reliées à la langue, qui peuvent être reliées aux coutumes, aux us, quelqu'un qui vit dans l'ouest du pays peut ne pas avoir les mêmes coutumes que quelqu'un qui vit dans l'est. Je prends juste l'exemple du matriarcat et du patriarcat. Il y a dans certains coins du pays où c'est le matriarcat qui prône, il y a dans d'autres, c'est le patriarcat. Mais tout cela fait partie de la grande culture congolaise. Donc, c'est pratiquement, c'est grand, comme l'est le pays lui-même et dans toute sa diversité. Mais c'est ça aussi la richesse du Congo, de toutes ces cultures-là qui se chevauchent dans l'entente, dans la cohésion. Donc, brièvement, c'est ce que je peux dire. Je peux parler d'emblée de la culture congolaise, mais je sais que c'est plus large que ça. Donc, au fond, vous appréciez bien cette diversité culturelle congolaise? Oh non, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est que c'est une richesse. C'est une richesse quand les gens vivent. Donc, quitter un coin vers un autre, c'est tout un apprentissage. Et quand tu apprends à vivre avec l'autre, pour toi, c'est un plus qui s'ajoute dans ta façon de penser, dans ta perception de l'autre. Et c'est ça le Congo. Il y a des gens qui vivent, par exemple, dans l'Est. Quand ils quittent pour aller vers l'Ouest, ils doivent apprendre une autre langue, ils doivent s'adapter à une autre façon de faire et de vivre. Ça, c'est un apprentissage. Et tout ça, c'est vraiment une richesse, une grande richesse qui constitue cette culture, cette grande culture congolaise. Parce qu'on connaît, il y a certains pays où l'on retrouve peut-être une seule langue, une seule culture, une seule, un espace qui ne soit pas assez grand, ce qui n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est présentement le deuxième pays le plus grand d'Afrique. Et c'est le deuxième pays francophone du monde, après la France, mais le pays le plus... Donc, tout ça, ce sont des particularités qui font de la culture congolaise une culture riche en soi, qui doit être visitée, qui doit être connue, qui doit être appris aussi. Absolument. Tant par les nationaux congolais eux-mêmes que par les étrangers qui s'y intéressent. Toutefois, je remarque que vous êtes aussi attaché à la langue comme élément culturel. Notamment, vous êtes aussi impliqué au niveau de la francophonie d'Ottawa ou le bureau de la francophonie d'Ottawa. Donc, en sachant que le français est une langue beaucoup parlée au Congo, vous pensez que ça peut être un élément de cohésion sociale aussi pour les Congolais? Oui, c'est pratiquement le dénominateur commun parce que quand on essaie un peu de prendre considérer la configuration de la République démocratique du Congo, c'est que nous avons 4 régions linguistiques, ce qu'on appelle souvent les langues nationales, notamment le Chiluba, le Kikongo, le Lingala et le Swahili. Mais de toutes ces langues-là, il y a maintenant la langue officielle. On sait bien que ça nous est venu du colonisateur, mais c'est ce qu'on a utilisé dans l'apprentissage à l'école. Alors, ce qui fait en sorte que toute personne qui a été au banc de l'école, qu'il soit issu de la région linguistique Congo, ou Luba, ou Swahili, ou Lingala, sera capable de communiquer avec l'autre à travers la langue, le français, qui vient faire comme un lien entre toutes ces cultures-là basées sur la langue.
Donc, le français, c'est effectivement aussi un point essentiel dans la culture congolaise. Et ce qui fait en sorte qu'aussi, en tant que personne qui avions immigré dans d'autres pays, c'est que du fait qu'on avait cette langue avec nous, qu'on avait apprise depuis le banc de l'école, arriver dans ce milieu, on a facile à pouvoir s'intégrer parce qu'au moins la base, la langue est déjà connue. Et c'est pour cela que, pour moi, ça fait aussi un lien entre mon pays d'origine et mon pays d'accueil. Vous êtes vraiment heureux, hein? Parce que vous avez vécu, parce que vous avez vécu une intégration pas trop fracassante, je peux dire. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Non, non, ça a beaucoup aidé parce qu'au moins, il y avait, nous savons tous les défis auxquels font face les nouveaux arrivants dans leur pays d'accueil. Et parmi ces défis-là, il y a la barrière linguistique. Exactement. Et si on peut déjà être capable de pouvoir s'exprimer dans l'une des langues officielles pour ce qui est du Canada, donc ça fait en sorte qu'on a facile à communiquer, on a facile à s'informer, on a facile à partager ce qu'on a à partager comme information. Et ça aide, ça facilite cette intégration, comme vous l'avez dit, effectivement. Ouais. Absolument, tant mieux d'ailleurs. Donc, en prenant en considération votre parcours personnel et professionnel, est-ce que vous vous considérez comme une source de promotion du savoir africain? Parce que déjà là, lorsque vous répondez à nos questions, on sent vraiment que vous avez un bon bagage de connaissances. Est-ce que vous-même, vous vous considérez justement comme une source de la promotion du savoir africain? Oui, hein, je crois que et ça tombe bien parce qu'on parle déjà de la culture. Et le savoir africain, mon savoir africain est basé sur ma culture africaine. Et en tant qu'Africain, dans une société nord-américaine, c'est une nouvelle culture. Alors, tout ce que je dois ressortir, c'est d'abord de ma culture. Et toute la connaissance sur ce que je suis en tant que Congolais, en tant qu'Africain. Et c'est ce que je dois représenter dans ma société d'accueil. Et la société d'accueil dans laquelle aussi je retrouve une autre culture. Et pour moi, quand on parle d'intégration, là, c'est d'essayer de faire une symbiose entre les deux afin que je puisse trouver une certaine balance, savoir ce que je garde de ma culture d'origine et ce que je peux prendre de la culture d'accueil. Et il a toujours été de mon expérience personnelle à chaque fois que je croise des amis, des collègues, des voisins qui sont de culture nord-américaine. Ils ont toujours tendance à pouvoir en apprendre davantage sur ce qu'est l'Afrique, sur ce qu'est le Congo. Donc, je leur partage la réalité. Et comme nous le savons tous, c'est que la culture africaine est basée sur les liens sociaux, le renforcement des liens sociaux, alors que la culture nord-américaine est de plus en plus individuelle. Alors, les avantages qu'il y a dans l'individualisme par rapport aux liens communs, c'est que les gens peuvent encore collaborer davantage, on peut éviter l'isolement avec tout ce que ça peut avoir comme sur le plan de la santé mentale plus particulièrement. Donc, et vous verrez, dans nos sociétés africaines, c'est que le taux de suicide, par exemple, sont très bas. Ça peut être un des facteurs parce qu'il y a encore ces liens. Quelqu'un peut être affecté par une situation, mais il aura toujours un recours. Aller voir un oncle, aller voir une tante, aller voir un cousin, un ami, et partager avec ce qui l'agace. Alors que dans une société individualiste, c'est que tu fais face à des problèmes, tu dois les gérer seul, tu ne sais pas à qui t'adresser. C'est vrai qu'il y a toutes les ressources que le gouvernement canadien a mis en place pour essayer d'aider dans ce cadre-là. Mais des fois, on n'y a pas accès très facilement. Des fois, la demande est plus élevée que l'offre, ce qui fait que le temps d'attente devient plus long.
Mais si on était dans une société où les liens sociaux sont plus, euh, sont plus Tissé. rattachés, comme je le disais, tissés, Mhm. ça pouvait être plus facile de pouvoir avoir quelqu'un à qui s'adresser. Donc, Mhm. je crois cette façon de vivre que je peux apporter dans, ma, dans ma société d'accueil fait en Mhm. sorte que je sois quand même, je fasse quand même une certaine promotion du savoir africain. Mhm. Parce que le savoir, je ne le considère pas seulement sur le plan des connaissances acquises à l'école, Mhm. mais c'est de toute la façon de vivre euh, que représente un Africain que je suis. Mhm. Je ne Mhm. sais pas si j'ai répondu, mais je pense que c'est de cette façon-là Absolument. que je comprends la question. Ouais. Absolument. Votre réponse aussi est remplie d'humanité. C'est justement un atout, je crois, pour faire face à l'adversité dans le quotidien. Et puis, y trouver aussi son compte, comme vous l'avez dit. Vous pourriez justement partager ce que vous avez et puis ça peut justement aider les autres à pouvoir soit s'élever spirituellement ou humainement parlant. Donc, dans ce Mm. cas-là, quand vous nous l'aviez partagé, vous avez œuvré dans des projets communautaires et puis vous continuez toujours à œuvrer dans des projets communautaires. Sur ce point-là, êtes-vous aussi sensible à la relève des afro-descendants dans la communauté canadienne? Oui, oui, je suis très, très sensible et ça tombe bien parce que Mm. nous sommes durant le mois de l'histoire des afro-descendants ou des Mhm. Noirs. Mhm. Et si je peux faire un peu une petite histoire des Africains ou des afro-descendants, leur présence ici au Canada, c'est que Mhm. quand on parle des afro-descendants, on a tendance juste à penser à des gens qui sont arrivés peut-être il y a 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, alors Mhm. que ce n'est pas le cas. Je Mhm. crois depuis 1608, le premier noir est arrivé au Canada. Et il Mhm. y a eu plusieurs vagues au 16e siècle, au 17e siècle, jusque même après la Révolution américaine, où les Mhm. esclaves ont été accueillis dans les provinces de l'Est du Canada. Donc, Mhm. c'est quand même une communauté, c'est un peuple qui a été Mhm. aussi à la base de la fondation du Canada comme confédération Absolument, tel qu'on le connaît présentement. Et en absolument. tant que tel, donc il est très important pour nous, afro-descendants, Mhm. d'avoir notre place dans cette société-ci. C'est Mhm. vrai qu'il y a des défis auxquels on fait face, notamment basés sur des discriminations systémiques. Mhm. Certaines lois, certaines règles jouent à notre défaveur, mais Mhm. cela ne doit pas nous empêcher ne doit pas nous décourager, mais plutôt Mhm. nous donner envie de davantage militer Mhm. et plaider pour notre cause, afin qu'on puisse Mhm. toujours avoir un pays, le Canada, qu'on reconnaît un pays de droit, un pays mais qu'on puisse parler d'équité Mhm. dans cette société. Donc, ça me tient beaucoup à cœur et je Mhm. pense que et c'est une cause dans laquelle je milite tous les jours. Mhm. Oui. Mhm. C'est très bien d'ailleurs parce que dans ce cas-là, nous pouvons être assurés que notre relève est entre de bonnes mains, des agents sociaux comme vous. Donc, nous sommes arrivés à la Ah, fin de non, notre entrevue. c'est, Je vous c'est une écoute. lutte, Ah. c'est une lutte qui ne va pas juste se limiter à un certain groupe Mhm. de personnes, mais plutôt à nous Mhm. tous en tant que communauté. Mhm. Et je ne pourrais pas terminer cette page peut-être pour élever deux choses. La Mhm. première, c'est de reconnaître ce qu'est en train de faire certaines institutions, certains Mhm. paliers de gouvernement, comme Mhm. la ville d'Ottawa, Mhm. qui récemment a mis en place un secrétariat antiracisme C'est vrai. qui est en train de prendre contact avec différentes communautés afin de mettre sur pied un plan d'action Mhm. qui va se refléter sur les réalités
que vivent les communautés minoritaires, incluant les communautés racialisées et noires. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose que je voulais soulever, c'est que quand vous m'avez posé la question sur la promotion du savoir africain, Oui. disons, la réponse que j'ai donnée a été dans une seule direction quand j'ai parlé de ce que l'Africain peut apporter à la culture nord-américaine. Mais je voulais aussi donner un exemple de ce qu'est la culture nord-américaine ou du pays d'accueil peut aussi apporter dans ma culture d'origine. Et c'est par exemple le principe de bonne gouvernance, absolument, la démocratie, le respect des droits de la personne, la justice équitable. Et dans ce cadre-là, par exemple, on a initié en tant que Congolais d'origine, on s'est lancé dans une initiative d'éducation citoyenne intéressant d'origine. Et cette initiative d'éducation citoyenne sera basée sur le principe de rendre le politicien congolais redevable à son électeur. Quoi est-ce que ça va consister? C'est qu'on s'est inspiré sur différents autres outils qui existent dans des pays comme ici au Canada. Et ces outils-là permettent à ce que la population puisse évaluer, faire un suivi sur les promesses qui leur ont été faites par les dirigeants politiques. Parce que la tendance qui existe chez nous, c'est que les gens ont plus tendance à pouvoir élire et puis laisser les élus faire ce qu'ils veulent. Ils reviendront encore aux prochaines échéances. Alors, je crois qu'il est grand temps aussi que cette habitude de pouvoir rendre les élus redevables à leurs électeurs prendre racine aussi dans nos pays d'origine. C'est pour cela que nous avons initié cela et c'est en train d'être mis en place et nous pensons que sur le plan de l'éducation citoyenne, ça va beaucoup aider la population congolaise. C'est vraiment une initiative louable parce que, comme vous le dites, le partage du savoir, néanmoins, ne peut pas toujours être pris dans un seul sens. On peut aussi le voir dans deux sens. Hein. Et puis, vous avez... Oui. Voilà, donc je pense que votre initiative va justement vraiment être très bénéfique pour les citoyens congolais. Et nous verrons les résultats très bientôt, je suis sûre, n'est-ce pas? On espère bien et on compte vraiment sur les maisons de presse comme vous autres pour faire la promotion de ça, parce que c'est une façon aussi de contribuer, même en étant de loin, ça va... C'est aussi nous, en tant que diaspora, de pouvoir contribuer sur la bonne marche de la gouvernance dans notre pays d'origine. Et l'outil en tant que tel sera disponible quand? L'outil sera lancé le 1er mars, c'est dans quelques jours. Et l'initiative s'appelle Initiative Polymètre. Polymètre comme évaluation de la politique, poly, puis mètre comme appareil de mesure. Et la plateforme que nous allons utiliser, c'est Fachimètre. Donc, c'est ça la plateforme. On peut y accéder en allant sur, en tapant le www.fachimètre.net. Donc, ça va être un outil très interactif où les personnes peuvent aller déposer leurs commentaires et où ils peuvent aller communiquer avec leurs représentants politiques en leur adressant des messages. Et aussi, les promesses qui sont reprises sur cette plateforme sont classifiées dans des catégories, disons en politique, en finance, en économie, en politique et réforme institutionnelle. Donc, tout ça, on verra. Et puis, c'est les promesses faites, les promesses entamées, les promesses en cours, les promesses rompues
et les promesses complétées. Donc voilà Mhm. comment est-ce qu'elles sont classées. Et nous Mhm. espérons que ça va beaucoup éveiller la population congolaise et les aider aussi à pouvoir rendre leurs représentants redevables. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Dans ce sens-là, je vous remercie une fois de plus pour votre partage de connaissances au sujet de l'expérience culturelle des Afro-descendants, dont je suis sûre que nous en bénéficierons tous et nous vous souhaitons du succès dans vos projets. Ainsi donc, Merci beaucoup. Ainsi donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se donne un prochain rendez-vous de Kanissa sur Kanissa TV. En attendant, nous vous souhaitons la santé et la paix en tout temps. Amour, bolingo, love.